Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 488 d'E-Média, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur le traitement médiatique du massacre du jeune Philippe Koopman, tué pour une prétendue histoire de site de rencontre. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à la convocation par la police de la députée France Insoumise Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info et le portrait piquant du jour qui sera consacré à Hugo Clément, un journaliste et écologiste pas tout à fait comme les autres. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. C'est parti pour le numéro 488 d'E-Média. La météo de l'info, c'est un trou noir. Un trou noir sur une information importante et camouflée, dissimulée, occultée par les médias de grand chemin. Une manifestation agressive et violente d'un millier de migrants afghans dans Paris. Préoccupant s'agissant de la nationalité, sollicitant et obtenant le plus grand nombre de titres de séjour au titre de l'asile. Sans la moindre retenue à l'égard de la France de la part de nombreux de ses bénéficiaires. C'est pour cela que les médias vous le cachent, pour que personne ne puisse penser que le temps de la remigration est venu. L'image de la semaine, c'est le meurtre du jeune Philippe Koopman de 22 ans. Dans la nuit du 15 au 16 avril, Philippe Koopman, un jeune homme, a été tué à coups de batte de baseball et de hache à proximité d'un lycée à Grande-Synthe dans le Nord. Émotion dans le pays et des réactions indignées de la part des responsables politiques dans un contexte marqué par l'explosion de la violence commise par les jeunes de banlieue. Vendredi 19 avril, la procureure de la République de Dunkerque a fait savoir que 2 jeunes suspects ont été mis en examen pour assassinat. Les 2 adolescents, âgés de 15 et 14 ans, ont été placés en détention provisoire et tous 2 prétendent avoir organisé un rendez-vous avec la victime via le site de rencontre coco.gg en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Par ailleurs, le 20 avril, le journal du dimanche relevait qu'un membre de la famille d'un des agresseurs présumés de Philippe ayant été passé à tabac dans la nuit. Eh bien, il a été placé en garde à vue, cet adolescent de 15 ans qui fait lui aussi partie des meurtriers présumés de Philippe. Alors Jean-Yves, première question, quand on voit ce visage de Philippe, est-ce le visage d'un francocide supplémentaire ? Il y a de bonnes raisons de le penser. D'abord, c'est un jeune Français d'origine flamande, puisque le nom de Koopman, c'est tout à fait un nom de la région de Dunkerque. On n'a pas de précision sur l'origine de ces meurtriers, qui sont mineurs au demeurant, mais précisément parce qu'il n'y a pas de fuite sur les prénoms et les noms des meurtriers, et compte tenu de l'endroit où a eu lieu d'ailleurs l'agression, oui, il y a de très bonnes raisons de penser que c'est un franco-sud, un de plus. C'est d'ailleurs pour ça que l'affaire est un peu occultée et qu'il y a une désinformation de la part des médias sur ce sujet-là, sur cette affaire-là, comme sur beaucoup d'autres. Et du point de vue du traitement médiatique, justement, on a le journal Le Parisien qui s'est particulièrement illustré. Paul et Mia, on a fait un article, mais on vous explique aussi tout dans E-Média. En fait, les journalistes du Parisien ont voulu faire passer Philippe, assassiné, pour un pédophile. Voilà, les rédacteurs de cet article affirment que Philippe s'est rendu au rendez-vous de ses agresseurs volontairement dans le cadre du site de rencontre Coco pour rencontrer une jeune fille mineure. Alors, comme le rapporte la procureure de la République de Dunkerque, la version de l'appli de rencontre est celle des agresseurs. Elle n'est pas crédible et elle a été démentie d'ailleurs par 2 témoignages des amis de Philippe. De plus, un autre homme s'est déclaré à la police comme étant celui qui aurait dû faire l'objet du guet-apens. Écoutez. C'était faux, pourquoi ils faisaient ça? Ils m'ont sorti, c'est la res. Donc la res, entre parenthèses, ça veut dire en gros, c'est la galère.
Il affirme avoir contacté la famille de Philippe, puis avoir raconté son histoire aux policiers du commissariat de Dunkerque après avoir appris le meurtre. Aujourd'hui, il dit culpabilisé, persuadé que cela aurait dû être lui. Ainsi, ce qui serait encore plus tragique, Jean-Yves, c'est qu'il y aurait erreur sur la personne. Philippe est un autre que celui qui était visé. Et ce qui est grave, en fait, dans le traitement médiatique du Parisien, c'est que cette fake news a imprimé plus de 9 millions de vues sur son tweet en dessous l'article, écrit notamment par Jean-Michel Descugis, Jérémy Famely et Timothée Boutry. Et lisez par exemple ses réactions de posts sur Twitter au sujet de Philippe après cette fake news. Chaise électrique pour Philippe le pédo, il a tué un pédo. Ils vont rien lui faire, Philippe, il a donné un rendez-vous à une petite fille de 14 ans qui aurait pu être notre petite sœur. Ainsi, les contre-vérités énoncées par le Parisien ont un peu cassé la dynamique de la réinformation et l'hommage qui aurait dû être normalement rendu à Philippe. Jean-Yves, est-ce qu'il y a mensonge, manque de professionnalisme de la part du Parisien ? Très grand professionnalisme de la part du Parisien. Très grand professionnalisme dans la désinformation. Parce que cette fausse information, ils reprennent comme étant la vérité la version donnée par les agresseurs et l'avocat des agresseurs. Ils la reprennent sans précaution, sans distance, avec un but précis qui est d'étouffer l'affaire et de salir la victime. Et ça a fonctionné d'ailleurs, puisque il y a eu un moment de doute parmi ceux qui s'interrogeaient sur ce crime, sur ses causes, sur la victime, sur les auteurs. Il y a eu le doute lancé par cette opération de désinformation. Ce sont des grands professionnels de la désinformation. Mais Jean-Yves, on remarque que ces journalistes en question, qu'on a cités, n'en sont pas à leur coup d'essai en matière d'approximation et de fake news. Comme le montre le travail justement de Polémia, ces journalistes menteurs, je cite, ont déjà propagé des contre-vérités, notamment messieurs Famely et Descugis, qui n'en sont pas leur premier bobard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler leur passif ? Alors, Famely a fait partie des journalistes, toujours là au Parisien, comme là, a fait partie des journalistes qui ont désinformé dans l'affaire de Crépol, en expliquant que c'était peut-être plus compliqué que ça, qu'il allait avoir des surprises, etc., pour créer le doute sur l'agression raciste des jeunes de Romans-sur-Isère sur le bal de Crépol. Donc voilà, ça c'est pour monsieur Famely. Alors, quant à monsieur Descugis, lui, c'est assez extraordinaire, parce que je ne vais citer que deux de ses plus gros bobards. On peut pas tout citer, il a un palmarès trop exceptionnel. Le premier, d'abord, c'est lors de l'affaire Mera. Vous vous souvenez de l'affaire du terroriste Mera, du terroriste de Toulouse, terroriste islamiste. Monsieur Descugis avait expliqué que c'était un néo-nazi. Voilà. Monsieur Mera, néo-nazi. Monsieur Mera était avant qu'on sache évidemment que c'était Monsieur Mera. Vous savez, on ne connaissait rien de l'auteur du crime puisqu'il avait des gants et il avait un casque intégral de moto. Mais ça fait rien, on savait qu'il était blond aux yeux bleus et qu'il était nazi. Voilà. En tout cas, Monsieur Descugis savait ça. Et puis alors, Monsieur Descugis, il a encore été plus fort. Il a fait la une du Parisien avec Dupont de Ligonnès. On a retrouvé Dupont de Ligonnès. Voilà. En une du Parisien. C'était en 2019, ça. En 2019. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il continue d'opérer. Il continue d'opérer. Et comment il continue d'opérer ? Eh bien, il a, comme beaucoup de journalistes, il a des relations avec les services de police, voire les officines de police, qui lui donnent souvent des vraies informations, et puis qui, de temps en temps, intoxiquent pour étouffer une affaire. Et donc là, il a rempli sa mission, il a étouffé l'affaire. Voilà, bravo, monsieur Descugis. Si les journalistes et le Parisien étaient sérieux, ils diraient, bon, écoute, Jean-Michel, ça va, ça fait plusieurs affaires où tu nous plantes, on se passe de tes services, ou on te met dans un autre service. Pas du tout. Il continue d'opérer. Donc c'est bien de la désinformation professionnelle. Et par ailleurs, rappelons à qui appartient le journal Le Parisien, à un proche de M. Macron, c'est la famille Arnaud. Alors, en tous les cas, cet énième francocide
rappelle qu'être français de souche et vivre en banlieue émigrée, ce serait un véritable enfer, hein. Comme en témoigne ce jeune, écoutez par exemple. Tranquille, je fais mon petit sport dehors, on me dit sale blanc, t'as rien à foutre ici, c'est pas ta place, c'est chez nous, pas chez toi. C'est Artec, toujours dans la même cité. Ça nous cherche la merde pour rien parce qu'on n'a pas dit bonsoir apparemment, hein, attention c'est grave. Ça nous sort un couteau. Évidemment, ils étaient 3, on était 2, sinon c'est pas marrant, et en plus avec un petit couteau, attention. Mais un fait notable, c'est qu'on entend de plus en plus dans les médias, dans la parole publique, cette revendication de ce nouveau fait de société qu'est la tribalisation et le rôle de l'immigration. Par exemple, l'avocat Thibault de Montbrial, écoutez. Des conséquences culturelles de l'immigration sur cette explosion de violence. C'est-à-dire qu'à c'est ce qui manque dans son discours. Pas un mot sur, en tous les cas, pas de phrase, pas de diagnostic, pas de conséquences sur l'immigration. Sonia Mabrouk, la majorité des violences dont vous avez rappelé la litanie de la semaine dernière, ce sont des violences tribales. Et même France Info, Jean-Yves, commence à commettre des lapsus à ce sujet. Ils sont français, on fait avec. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français mais qui n'ont pas le cœur en France, qui n'aiment pas notre République. Ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire que, oui, comme vous dites... Mais... La vérité est sortie de manière spontanée de la part d'une journaliste de France Info. Je pense qu'elle... France Info ou France Inter ? France Info. France Info, je pense qu'elle va se faire taper sur les doigts. Il faut quand même un peu mieux maîtriser l'antenne, donc, quand même. Elle a essayé de maîtriser l'antenne, mais là, ça n'a pas été totalement réussi. Place maintenant à notre dossier du jour consacré à Mathilde Panot, qui est convoquée au tribunal pour apologie du terrorisme. Nous allons nous interroger, est-ce un recul des libertés ? Parti pour le dossier du jour. Ce mardi 23 avril, la chef de file des députés de la France Insoumise a annoncé être convoquée par la police pour apologie du terrorisme sur l'affaire du Hamas. Alors, la semaine dernière, une conférence de Mélenchon était déjà interdite, comme le rapporte ici le journal La Croix. Il semblerait que la France Insoumise soit sous le feu et connaisse une chute de son ascendant moral, on pourrait dire. Et on constate qu'une partie des commentateurs se félicitent de l'envoi de Mathilde Panot au tribunal, au poste de police pour l'instant. Un exemple sous le poste de l'article du JDD, enfin il était temps, ça continue, il y a beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment, elle doit être poursuivie et condamnée, enfin un jouissif, les antisémites vont enfin manger la poussière. Jean-Yves, même si on n'apprécie pas forcément Mathilde Panot ou la France Insoumise, est-ce que cette judiciarisation de la politique est une bonne ou une mauvaise chose ? Non, alors effectivement, on peut être tenté de sourire et de rire, à voir Mathilde Panot sous le feu de la critique, voire de la censure, parce que c'est un peu l'arroseur arrosé. Les gens de LFI passent leur temps à vouloir interdire à leurs adversaires de s'exprimer dans les facultés, passent leur temps à vouloir faire condamner par les juges leurs adversaires pour des propos, et crac, ça tombe sur eux. Donc c'est plutôt drôle, quoi, voilà. Ça n'en est pas moins inquiétant. Car, si vous voulez, la démocratie suppose la liberté d'expression, et y compris la liberté d'expression, et surtout, même je dirais, pour les idées qu'on juge tout à fait mauvaises ou condamnables. La liberté d'expression, ça n'a de sens que pour les idées contraires aux vôtres. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas une très bonne nouvelle de poursuivre Mathilde Panot, parce que ça s'ajoute à d'autres poursuites. Ça ne supprime pas les autres poursuites, ça se rajoute aux autres. Voilà. Mais bon, voilà, c'est l'arroseur arrosé, mais c'est quand même pas très bon, parce qu'il y a de plus en plus d'eau partout. Jean-Yves, Mathilde Panot est quand même présidente de groupe, elle n'est pas simplement députée. Est-ce que vous pensez que l'immunité parlementaire, par exemple, est une bonne chose ? Alors, il faut savoir que dans la conception traditionnelle de la démocratie parlementaire et de la démocratie représentative, et dans la conception qui a été celle de la France jusqu'à une époque très récente, les députés étaient protégés juridiquement de deux manières. Par ce qu'on appelle l'inviolabilité, c'est-à-dire que tout propos tenu en tribune d'assemblée est insusceptible d'aucune poursuite, c'est l'inviolabilité, et l'immunité qui fait qu'aucune poursuite judiciaire, soit pour des propos, soit pour des actes, ne pouvait être engagée sauf levée de leur immunité parlementaire.
Et ce système d'immunité parlementaire a aujourd'hui quasiment disparu. Alors on va dire, c'est très bien, il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est très bien, ils sont comme les autres, il n'y a pas de raison, etc. Non, parce que ça veut dire que le député, à ce moment-là, il est susceptible d'être contrôlé par le pouvoir exécutif, la police, le pouvoir judiciaire, et donc il perd de sa liberté. Voilà. Alors vous me direz, on n'aime pas Mathilde Panot, alors on rigole. Oui, mais c'est un recul général des libertés, un recul général de la démocratie représentative. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est de moins en moins en démocratie, on est de plus en plus en post-démocratie. Mais on peut quand même se dire qu'il y a une indignation un peu à géométrie variable. On constate quand même que lorsqu'une conférence de l'IAD a été annulée ou Génération Identitaire dissoute, la gauche ne l'en s'est pas émue et elle a même plutôt soutenu la censure, comme vous le rappelez d'ailleurs dans votre tweet. On a vraiment un deux poids, deux mesures dans cette indignation. Jean-Yves, la France insoumise et l'extrême gauche ont usé et abusé de cette diabolisation, notamment contre le FN autrefois. N'est-ce pas un juste retour de boomerang ? Oui, ça peut paraître comme un juste retour de boomerang. Encore une fois, c'est le côté comique de l'affaire. Mais ça ne protège pas pour le reste. Au contraire, parce que si on peut faire ça à la gauche, alors on peut encore aller plus loin contre la droite, si vous voulez. Donc je ne crois pas que ce soit si bon que ça. Et puis quand vous dites la gauche a plutôt approuvé les persécutions contre les identitaires ou l'interdiction du colloque d'hommage à Dominique Vénère par l'Iliade, oui, mais il y a eu surtout le silence à droite. Le silence des médias de droite. C'est quand même assez piquant et attristant de voir que les mêmes qui n'avaient rien à dire, pas de protestation à faire pour des interdictions sans aucune légitimité d'associations ou de mouvements identitaires ou crypto-identitaires, là disent, à partir du moment où la gauche est menacée, c'est pas supportable. Ouais. C'est-à-dire que Génération d'identitaires est dissous sans aucun motif, sans avoir jamais été condamné, Figaro n'en parle pas. Ou très peu. Mathilde Panot est convoquée, la gauche. Donc il y a toujours, malgré tout, il y a toujours le privilège de gauche. Mais néanmoins, de droite comme de gauche, il y a ceux qui déplorent cette judiciarisation de la politique, à l'instar de Jean-Sébastien Ferjou dans Atlantico, qui dit « Tous ceux qui se réjouissent de cette convocation d'une élue au Parlement pour un propos politique réalisent que cette judiciarisation du débat public pourrait très facilement se retourner contre eux. » On a également Paul Sugy du Figaro, hallucinant de convoquer au commissariat la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition pour s'expliquer sur la ligne politique de son parti. Un commentaire à faire ? Oui, ils ont assez raison de dire ça, mais je pense que la prochaine fois que M. Darmanin dissoudra une association identitaire, on attend qu'il monte aussi au créneau de la liberté. Voilà, on va les surveiller. Le recul des libertés ne serait-il pas le grand thème, en fait, de cette question ? Parce que derrière le cas particulier de LFI, il y a quand même ce thème plus global des lois liberticides. On en a déjà parlé dans Immédiat, souvenez-vous. On a notamment la loi Lefebvre en préparation sur la sanction des propos jugés haineux dans le domaine non public, en entreprise par exemple. Et à ce sujet, on peut saluer cette tribune de Thibaut Mercier du collectif Droit et Liberté dans Le Figaro qui dénonce cette dérive orwellienne qui peut toucher tout le monde. Alors Jean-Yves, on peut penser à la France insoumise, mais ceux qui votent les lois liberticides aujourd'hui seront peut-être ceux qui les subiront demain. Alors, précisons quand même, s'agissant de la loi Lefebvre, qui a été votée en première instance au Parlement, c'est-à-dire la loi Lefebvre, c'est la criminalisation des propos privés en entreprise, mais aussi dans un bar, mais aussi dans une réunion de famille. Voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y a pas eu d'opposition, c'est-à-dire que aussi bien les gens de LFI que les gens de RN ne se sont pas opposés. Au mieux, ils se sont abstenus. Et évidemment, il n'y a pas de raison que demain, ça ne s'étende pas, ça ne vise pas ceux qui
par prudence ou par lâcheté, n'osent pas s'opposer à ce type de loi. C'était notre dossier du jour. Place maintenant aux pastilles de l'info. Première pastille, propagande, les perles du service public. Le service public, payé par les impôts des Français, nous ont offert plusieurs petites anecdotes lors de la semaine qui vient de s'écouler. Je vous propose d'en faire le tour. Alors, toujours champion du politiquement correct et de l'entre-soi bobo, le service public organise des débats où tout le monde est d'accord. Hein. Par exemple, sur le sujet d'Aya Nakamura et des Jeux Olympiques, le média Destination Télé souligne « Nouvelle honteuse émission 100% à gauche hier à 19h sur le service public en société, présentée par Karim Rissouli. » Tous d'accord et sans aucune contradiction pour Aya Nakamura au JO. Écoutez cet extrait. Je considère que parce qu'elle cumule tous les handicaps, la banlieue, donc le mépris de classe, la femme, donc le sexisme, la couleur de peau, donc le racisme, tout ce que une partie ne veut pas voir et ne veut pas accepter. Tant pis pour eux. Non, mais c'est pas seulement une partie. Tant pis pour eux. Une partie importante aujourd'hui des médias, quand même. Donc il faut le dire tranquillement. Il y a des plateaux de télévision, aujourd'hui, Nathalie, qui transmettent de l'infamie. Précisons que c'est la 5 qui est la télé bobo, quoi. Dans un autre genre, on a France TV qui nous offre une série sur l'extrême droite, financée par vos impôts, encore une fois. Ça fait peur. Et le budget de cette série est de 2 millions d'euros. Bon, somme toute assez modeste. En effet, France TV Slash propose sa nouvelle série 9-3 bébé. Son pitch, après la mort de son fiancé, un policier infiltré dans un groupe d'extrême droite, Leïla doit se reconstruire. Réalisé et coproduit par Abdel Malik, écrit par sa femme Wallen. Regardez un petit extrait de cette série. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas les fils de pute du bloc identitaire. Je les ai vus à la manif la dernière fois. Ah ouais, t'es sûr? C'est quoi, j'en suis sûr. Oh les fachos, on se balade. On se la raconte moins sans ses potes SS. Recule, qu'est-ce que tu vas faire? Alors Jean-Yves, peut-être qu'on va voir un personnage fictif qui vous représente Bon, écoutez, je pense pas. En tout cas, je suis pas tout à fait apte au combat de rue, hein, je vous rassure tout de suite. Mais autre exemple à la fois à la radio, hein, avec France Inter, qui est encore relevé par le compte X Destination Télé, que nous vous invitons à suivre, hein, qui est vraiment très intéressant. Hallucinant, 9h actuellement sur France Inter, un débat entre Jean-Michel Apathy et Pablo Piovivien, animé par Nicolas Demorand. Ils sont d'accord sur tout, c'est la faute encore de l'extrême droite. Pour autant, l'extrême droite, attention, ne prononcez correctement, l'extrême droite. Pour autant, la patronne de France Inter, Adèle Van Rett, est fière d'elle en déclarant « Trop macroniste, trop libéral, trop à droite, trop à gauche. Chacun voit France Inter par le bout de sa lorgnette. L'effet est que nous sommes une radio progressiste, hein, nous dit Adèle. » Alors Adèle Van Rett sur France Inter, toujours elle, déclare « Nous avons décidé de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient la cause écologique. On a pris les mêmes précautions pendant le Covid. Écoutez. » En ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la journaliste de France Télévisions rajoute « On fait la même chose à France Télé. Hein. » Adèle Van Rett, directrice de France Inter, affirme qu'avec l'argent public, elle pratique une censure justifiée pour l'intérêt général. Pourtant, Jean-Yves, par idéologie, cette personne ne desservirait-elle pas l'intérêt général ? Alors, l'intérêt général, c'est la diversité de l'opinion, pour deux raisons. D'abord parce que les gens qui regardent, qui payent leurs impôts, ils ont des opinions diverses. Ces opinions diverses doivent être représentées. Et ensuite, c'est presque le plus important, on ne peut accéder à la vérité que par la confrontation des opinions. Alors, je vais prendre les exemples que cette dame donne. Elle parle du Covid. Pendant le Covid, ils ont repris intégralement la thèse officielle. 1, le confinement, c'est bien. 2, le vaccin, ça n'a pas d'effets secondaires, y compris pour les jeunes et pour les enfants. 3, le vaccin protège de la contagion. C'est-à-dire qu'ils se vantent d'avoir propagé des fausses informations. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles s'en vantent 3 ans après. À l'époque, à vrai dire,
On pouvait douter, on pouvait ne pas savoir. Aujourd'hui, on sait. Eh bien, elle persiste. Au fond, elle dit, nous avons désinformé, parce que c'était de la désinformation. La même chose, elle parle du réchauffement climatique. Dans le réchauffement climatique, il y a deux éléments. Il y a le réchauffement lui-même et il y a l'origine anthropique ou non. Là aussi, elle veut imposer un dogme, comme la femme de France Télévisions, puisque sur France Télévisions, ils ont une série, enfin après le journal télévisé, qui s'appelle Météo Climat, où on mélange deux choses très différentes, à savoir la météo qui varie tous les jours et le climat qui s'inscrit dans le temps long. Bon, et donc on a une désinformation. Alors d'où elle vient ? D'où elle vient, cette femme? Alors c'est fabuleux, parce que c'est vraiment l'hyper entre-soi. C'est la compagne de Monsieur Raphaël Enthoven, qui est aussi un grand seigneur des médias, qu'on voit partout répandre la bonne parole conformiste sur l'Ukraine, sur la guerre ukraino-russe ou otano-russo-ukrainienne, la bonne parole sur le Covid, la bonne parole sur le climat. C'est l'entre-soi conformiste. Voilà. Avec l'argent des contribuables. Pour rappel, la dotation attribuée à l'État, de l'État à Radio France pour l'exercice 2024, est de 644 millions d'euros. Oh bon. Ça va. Ça va. Et combien pour TV Liberté ? Eh bien évidemment, pas de subvention, pas de publicité, mais nous avons besoin, chers amis, de vos dons, parce que nous ne vivons que des dons de ceux qui nous regardent et qui nous soutiennent. On n'a pas l'impôt. Voilà. Donc, vous payez l'impôt, mais vous pouvez en payer moins, parce que si vous donnez, vous avez droit à une déduction fiscale. C'est pour ça que le slogan de TV Liberté, nous, c'est vous. Deuxième pastille, les ciseaux de la censure. Fabius et le Conseil constitutionnel. Alors, les prétendus sages du Conseil constitutionnel n'aiment pas beaucoup la démocratie. Et se drapant dans la vertu juridique, ils empêchent la volonté du peuple français de s'exprimer au nom de l'état de droit. Et pour rappel, alors que le PS pèse moins de 2% dans les suffrages, les anciens pontes de ce parti contrôlent le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Alors, Laurent Fabius l'a encore démontré sur LCI, au micro de Darius Rochba. Écoutez. Ce qui compte, c'est le droit. Le Conseil constitutionnel, c'est le rempart de la Constitution et du droit. Et c'est précisément parce qu'il est ce rempart que parfois il est une cible. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, nous dit donc que le Conseil constitutionnel est le rempart de la Constitution. Aujourd'hui, il est la cible du RN parce qu'on veut menacer l'état de droit. Alors, Jean-Yves, que pensez-vous des propos de Laurent Fabius et faut-il conserver ce Conseil constitutionnel ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le Conseil constitutionnel, il fait ce qu'il ne devrait pas faire et il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Qu'est-ce qu'il devrait faire dans la Constitution de 1958, telle que voulue par le général de Gaulle ? Il devrait contrôler la séparation entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. C'est-à-dire éviter que les lois ne soient trop bavardes et ne rentrent dans les détails, parce que ça, c'est le domaine du règlement. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Par contre, il se mêle de dire telle loi est contraire à ce que je considère comme un principe à valeur constitutionnelle, ce qu'il a lui-même déclaré, c'est-à-dire que, au fond, il traduit en normes juridiques une idéologie. Voilà. Et donc, il n'y a aucune légitimité à cela. Et je pense que la question de l'existence du Conseil constitutionnel, aujourd'hui, elle est posée. Il faudra choisir entre le Conseil constitutionnel et la démocratie. Troisième pastille, c'est un coup de chapeau, nouvelle action du collectif Némésis. Alors on parle beaucoup du collectif Némésis dans Immédiat, mais c'est parce qu'il faut saluer leur courage, leur sens de l'initiative. Alors, le collectif dirigé par Alice Cordier était présent à Sciences Po Paris pour protester contre la venue de Jean-Luc Mélenchon. Regardez une vidéo de leur action. Vous détestez les femmes, vous ne défendez personne, vous ne représentez pas les femmes. Vous avez délaissé la cause des femmes. Et médiatiquement, la présidente de ce collectif était présente sur CNews pour raconter un petit peu comment ça s'est passé. Écoutez également.
Et on a été confrontés, en effet, à des jeunes extrêmement virulents, des jeunes de la France Insoumise, mais pas que. Il y avait aussi des jeunes d'associations pro-Palestine qui étaient là pour venir écouter Mélenchon. C'était même pas des étudiants de Sciences Po, et qui étaient d'une extrême violence à notre égard, tout simplement parce qu'on a remis en question le fait qu'au sein de la France Insoumise, on ne reconnaisse pas, ou on ait du mal à reconnaître d'abord les viols du Hamas et le Hamas comme association terroriste. Et nous, c'est quelque chose qui nous gêne. Alors Jean-Yves, nous avons abordé le sujet de Mélenchon et de la France Insoumise dans ce numéro d'Immédiat. Mais que pensez-vous de l'action du collectif Némésis pour le coup ? Et est-ce normal que Mélenchon soit un peu le seul à pouvoir se produire dans une université comme Sciences Po ? Alors, le vrai problème, c'est effectivement l'utilisation des universités comme lieu de campagne électorale. Et donc, où on admet que les universités soient des lieux de campagne électorale ou d'information, mais à ce moment-là, on l'admet pour tout le monde. C'est-à-dire Mélenchon à Sciences Po, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, il faut aussi Bardella, il faut aussi Bellamy, il faut aussi Marion Maréchal, par exemple. Ou alors, il y a une vraie rupture d'égalité dans les campagnes électorales. Je dois dire que les universités, c'est précisément l'endroit où il devrait y avoir la plus grande liberté d'expression, puisque c'est ce qu'on appelait les libertés académiques. Je crois que on pourrait peut-être encore en parler, mais à l'imparfait. Quatrième pastille, décryptage. Est-ce que le gouvernement promeut la GPA ? C'est la question. Et comme le rapporte ici le journal Le Parisien, le designer français Simon Porte-Jacquemus et son compagnon Marco Maestri sont devenus, je cite, papa de jumeaux, une petite fille et un petit garçon, prénommés Mila et Sun, nés le 20 avril dernier. Alors, même Jean-Yves, avec tout l'amour du monde, on sait que deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. La question, c'est est-ce qu'ils ont fait appel à une GPA ? Et c'est un peu le sujet que Reconquête et Marion Maréchal a mis sur la table en commentant « Où est la maman ?» Alors là, c'est formidable, parce que le tweet de Marion Maréchal, 4 mots, 6 millions de vues. Tellement la question était forte. Car derrière la question « Où est la maman ?», il y a une prestataire de service qui a loué son ventre pour qu'on y implante 2 ovules de sexe différent. Enfin, c'est un marché. C'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire la commercialisation du vivant et une nouvelle forme d'esclavage. Donc la question de Marion Maréchal, elle était extrêmement forte. Mais comme le rapporte le JDD, il y a eu plusieurs réactions politiques, notamment de la France Insoumise, du Rassemblement National, mais aussi des membres du gouvernement, tels que la ministre déléguée chargée du renouveau démocratique, je ne sais pas encore quel est ce ministère, et porte-parole du gouvernement Prissa Thévenot, qui nous dit « Cette homophobie décomplexée est hallucinante ». Ou encore l'ancien ministre homosexuel revendiqué Clément Beaune, « Jamais la dernière pour un propos dégueulasse sur une famille et des enfants ». Jean-Yves, ce chantage en fait à l'homophobie, est-il fait pour faire oublier que la GPA est pour l'instant interdite en France ? Le chantage à l'homophobie, comme le chantage au racisme, le chantage à tout ce qu'on veut, ça a pour but d'interdire l'expression. Et donc, en rappelant une évidence quand même absolue, à savoir que effectivement, pour avoir un enfant, il faut une femme, et que 2 hommes ne peuvent pas faire d'enfants, une évidence absolue. Et une deuxième évidence, c'est que la GPA, aujourd'hui, est interdite en France, qu'elle vient d'être condamnée par un vote au Parlement européen. Eh bien, on veut interdire à Marion Maréchal de dire cela, avec l'argument homophobie. Eh bien, c'est précisément la responsabilité d'un homme politique ou d'une femme politique que de transgresser les interdits quand il s'agit de faire progresser le débat d'opinion et interdire, empêcher une dérive toujours plus scandaleuse. On arrive déjà au terme de ce numéro 488 d'Immédiat. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis, de la commenter parce qu'on lit vos commentaires. Et on passe désormais au portrait piquant du jour qui est consacré à monsieur Hugo Clément, un journaliste et écolo
pas tout à fait comme les autres, vous allez le voir. Parlons écologie et journalisme à succès avec Hugo Clément, un écolo pas tout à fait comme les autres. Visage lisse et allure de gendre idéal, le journaliste vedette ressemble à s'y méprendre à son ami Martin Weil. Chroniqueur sur France Inter, animateur sur France 5, rédacteur en chef de Vaquita, un média en ligne. Il s'est imposé à moins de 35 ans comme le visage de la protection de l'environnement. Parcourant le monde tel un Tintin végétarien, il s'emploie à dénoncer les abus des multinationales et les traditions archaïques en matière de bien-être animal. Sa proximité avec certaines ONG, qui peut parfois faire douter de sa déontologie, en fait un militant écologiste de premier ordre. En acceptant de débattre d'écologie avec Jordan Bardella en avril 2023, il a franchi la ligne rouge pour la presse libérale libertaire qui a vu un véritable crime. Il naît en 1989 à Strasbourg. Ses parents, tous deux professeurs d'université, s'installent plus tard dans une banlieue de Toulouse. Baccalauréat en poche, il intègre Sciences Po sans décrocher de diplôme, puis il rallie la plus gauchiste des écoles de journalisme, le SJ Lille, dont il sort diplômé en 2012. Étudiant, il pige déjà pour La Dépêche, 20 minutes ou même le Midi Libre. En 2012, il remporte la bourse Jean d'Arcy qui lui ouvre la voie à France Télévisions où il restera 3 ans. À partir de 2015, il rejoint Canal+ et l'équipe du Petit Journal. Il ralliera l'année suivante TMC pour participer en tant que chroniqueur à Quotidien. Dans des conditions un peu houleuses, il cesse sa collaboration avec Quotidien et rejoint l'écurie Combini. Ce nouvel acteur sur le marché de l'information mise sur des vidéos courtes. La grève prend et le journaliste dévoile ses convictions en signant des reportages qui lui tiennent particulièrement à cœur. 2019, c'est le retour sur France 2 où il a carte blanche pour animer des enquêtes consacrées à l'environnement. En 2023, il fonde son propre média, Vaquita, dont les thèmes sont, sans surprise, environnement, féminisme, cause animale, précarité. Parmi les investisseurs, il y a du beau monde. François Pinault, Xavier Niel, Mathieu Pigasse. Même s'il confesse une affinité idéologique avec le député Aymeric Caron, dont il dit partager beaucoup d'idées, il déplore, je cite, un discours parfois trop radical pour convaincre le plus grand nombre de gens. Il en va de même pour les écologistes radicaux dont, selon lui, la violence décrédibilise complètement le mouvement. Végétalien, proche de l'association L214, Hugo Clément n'a pas que des amis, ce qui lui vaut parfois des menaces de mort. Les chasseurs, les pêcheurs, les éleveurs, les amateurs de viande rouge sont ses cibles favorites, sans oublier les musulmans qui égorgent les moutons sans étourdissement. Auteur à succès, parfois surnommé Égo Clément, il suscite engouement ou détestation. Acceptant de participer à un débat organisé par Valeurs Actuelles avec Jordan Bardella, il s'est fâché avec nombre de ses anciens amis. Reconnaissons-lui de la constance dans ses engagements et aussi une bonne dose de courage.